vrai que vous avez tous en tête hein, les grands enjeux du changement climatique et ils se caractérisent notamment par le fait que les 5 dernières années, la 2014 à 2018, ont été les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées, que à l'échelle du globe, on a déjà 1 degré Celsius d'augmentation de température par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc ça, tout le monde l'a en tête. Tout le monde a en tête également les 2 degrés Celsius qui sont l'objectif de l'accord de Paris d'essayer de maintenir donc, la température à l'échelle mondiale, mais a peut-être un peu moins en tête la façon dont ça se traduit pour la France et pour la région Centre-Val de Loire en termes de changement. À l'échelle en fait, de la France, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement l'accord de Paris à 2 degrés, c'est plutôt 3 pour la France, et que en tout cas, si on n'arrive pas à accentuer les réductions de nos émissions, on se dirige effectivement vers des changements importants au niveau du climat, et notamment forcément des vagues de chaleur estivales hein, qui deviendront bien plus fréquentes, mais aussi plus longues. On le voit hein, aujourd'hui déjà, on a parfois quelques semaines entières où on subit des chaleurs très importantes et surtout plus intenses également. Donc au niveau régional, on projette ça sur un doublement en fait, du nombre de jours de chaleur d'ici 2100. Donc en termes de phénomènes, on a parlé des vagues de chaleur, mais on a aussi des phénomènes de gelée printanière. Alors on sait au niveau de la traduction finalement du climat en région Centre-Val de Loire qu'on serait plutôt sur moins de jours de gel par an, sauf que la végétation va sortir de manière plus précoce, donc en fait le phénomène de gelée printanière qui affecte l'économie et l'agriculture va perdurer. Hein. On a aussi, côté précipitation, on ne projette pas aujourd'hui vraiment de hausse, de baisse, c'est plutôt sur une logique de constance, sauf qu'en fait, cette constance annuelle, elle se traduit par des variabilités, et les variabilités, c'est plus de précipitations en hiver et moins en été. Donc d'ici 2100, on sait que la France et la région Centre-Val de Loire connaîtront des sécheresses agricoles hein, qui seront quasi continues et plus intenses. En termes de phénomènes, on a aussi les incendies de forêt. Hein. On nous dit régulièrement que la Sologne, ça va être demain, ça va connaître le niveau de risque incendie qui est aujourd'hui dans le sud de la France et dont on voit évidemment les grands dégâts que ça cause. Donc la DREAL, elle intervient avec des casquettes assez différentes hein. Et des postures assez différentes. On a un panel d'activités au sein de la DREAL qui est assez important. Et puis on est un relais à la fois un relais des politiques du ministère de l'écologie donc, sur certains dispositifs qui peuvent aller en direction des entreprises, et on a aussi après des missions plus opérationnelles. Donc en termes de dispositifs que le ministère a pu mettre en place vis-à-vis des entreprises, alors il y a forcément un volet parfois réglementaire qui est d'impliquer les entreprises par l'obligation, mais ce qui est souvent mis en dispositif réglementaire pour les uns peut aussi être initié à titre finalement de volontariat pour les autres, parce qu'il y a un vrai intérêt à le développer, et c'est notamment la capacité à faire un audit énergétique de son entreprise pour identifier des leviers d'action très clairement les plus prioritaires, et parfois sans investissement particulier d'ailleurs, on arrive à opérer un certain nombre d'économies. Donc la DREAL, elle intervient dans le contrôle aussi de la bonne réalisation de ces audits sur le plan réglementaire. Donc après, il y a le dispositif incitatif. Donc, en termes d'incitation, la loi de transition énergétique a mis en place un dispositif, par exemple, hein, de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de l'électricité pour ce qu'on appelle les entreprises électro-intensives, donc celles qui consomment énormément d'énergie, pourront bénéficier d'une réduction de tarifs sous réserve qu'elles démontrent leur capacité à s'engager dans un plan de performance énergétique sur une durée de 5 ans, avec des vraies actions qui vont permettre de réduire ces consommations. Et puis on a aujourd'hui aussi un nouvel outil qui arrive, qui se développe. Hein. Il est aujourd'hui vraiment pas forcément très mature parce qu'il n'y a que quelques filières qui ont développé, mais c'est le label bas carbone.
Donc le label bas carbone vise à identifier en fait des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui vont être labellisés par le ministère et qui permettront finalement à des financeurs qui souhaitent montrer soit compenser leurs propres émissions en montrant qu'ils vont financer des projets qui réduisent, qui font faire des réductions par ailleurs, donc d'investir dans ces projets-là. Donc, alors aujourd'hui, ça s'appuie sur des méthodes qui sont développées et qui visent aujourd'hui plutôt, il y a 3 méthodes au niveau de la forêt par exemple, sur du reboisement, sur du balivage, un certain nombre de choses. Une méthode en agriculture, sur les grandes cultures et les élevages bovins, mais ça a vocation, ce label bas carbone, à aller chercher l'identification de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans plein d'autres secteurs qui peuvent être le bâtiment, les transports. Voilà. Alors, vous avez une première définition ici qui dit que l'économie circulaire, c'est quoi? À la base, c'est on sort du modèle linéaire, hein, on extrait, on produit, on consomme, on jette, et on passe dans une économie plus sobre, où on fait attention à la façon dont on extrait, dont on produit, dont on consomme, etc. Donc on va voir dans le détail qu'il y a un certain nombre d'axes qui ont été mis en valeur, qui correspondent à des moyens, si vous voulez, pour approcher la problématique sur le terrain. Et je pense que c'est ça qui vous intéresse, c'est comment sur le terrain, l'on va pouvoir, si vous voulez, appréhender et puis accompagner la réflexion d'entreprises, de territoires, de collectifs, d'individus. Parce qu'encore une fois, quand on parle d'entreprise, soit c'est le chef d'entreprise qui va prendre des positions, mais l'entreprise c'est un collectif de gens qui travaillent ensemble, et il faut qu'on les amène à coopérer, parce que l'on va voir, si vous voulez, que la problématique aujourd'hui, c'est le changement de comportement qui nous est nécessaire. L'économie circulaire, c'est, si l'on veut tenter quelque chose, c'est un système économique, hein, donc comment faire pour pouvoir vivre du travail que l'on fournit, et de production qui, donc, dans le cycle de vie des produits au sens biens et services, augmente l'efficacité de l'utilisation des ressources et diminue l'impact sur l'environnement en développant le bien-être des humains, des individus. C'est un changement de paradigme. Il faut qu'on change les méthodes de fonctionnement, les méthodes de raisonnement. C'est un changement de comportement, je l'ai déjà dit, et c'est aussi un certain nombre de changements de modèles économiques, parce qu'on ne va pas pouvoir, sur les anciens modèles, pouvoir, si vous voulez, aller au fond des choses, sur ce que l'on va voir maintenant dans la diapo suivante, si vous voulez bien, Stéphane. Donc ce cercle qui est ici, si vous voulez, je l'ai emprunté à l'ADEME, parce que, évidemment, je dirais c'est un peu la référence, et donc il se répartit en 3 domaines. Ces 3 domaines, je pense que vous les connaissez bien. Donc il y a l'offre de tous les acteurs économiques, sens large du terme, la partie bleue, le comportement et la demande des consommateurs, partie verte, et la gestion des déchets, partie orange. Ces 3 domaines sont donc divisés en 7 piliers. Là aussi, c'est une création de l'ADEME. Mais ce que je voudrais dire, et vous m'entendrez le répéter systématiquement, c'est le cœur, c'est la coopération. Être en réseau, ça ne suffit pas de connaître les gens et de connaître leur téléphone et d'être capable de leur parler. Ce n'est pas ça l'histoire. C'est qu'il faut passer maintenant à un stade où les solutions vont être identifiées collectivement et où l'on va, après un débat contradictoire bien naturel et bien normal, pouvoir mettre en place de façon coopérative des solutions sur lesquelles tout le monde ira dans le même sens. Si l'on prend, si vous voulez, le détail de ces piliers, on a d'abord tout ce qui est extraction, exploitation, achat durable. On en a un petit peu parlé jusqu'à présent. Je ne rentre pas dans le détail, mais bon, c'est assez simple. Hein. L'idée, c'est lorsque l'on est amené à envisager un nouveau produit, un nouveau service, de s'interroger prioritairement au type de produit que l'on va extraire et d'envisager tout de suite l'impact qu'aura cette extraction sur le cycle de vie du produit et donc sur les externalités que ça va créer. L'éco-conception, deuxième pilier, lui, il va s'interroger au cycle de vie du produit et donc on va, au moment de la conception du produit ou du service, s'interroger de savoir, bien sûr, ce que l'on cherche à faire, à quels besoins l'on répond, mais à partir de quoi le cycle de vie va être sobre dans toutes les étapes de la conception, de la production et de sa consommation, et de sa destruction, si destruction il y a. L'écologie industrielle territoriale, ça c'est le sujet sur lequel je pourrais vous parler à peu près toute la nuit, c'est un sujet qui consiste en fait à s'interroger à la base sur les flux entre les entreprises. Quels sont les flux des entreprises, les flux connus, identifiés, voilà, et puis les flux qui sont des flux qui sont plus
plus invisibles, moins fréquents, qui vont, si vous voulez, utiliser des biens communs, mais dont on ne parle pas et qui ne sont pas nécessairement cadrés dans des évaluations aujourd'hui. Et où même certains diagnostics pourraient passer à côté sans forcément mettre le doigt sur la problématique. L'économie de la fonctionnalité, pour moi, d'abord, dans sa définition, c'est de passer de la vente d'un produit à la vente du service qui correspond au produit, plus exactement dans la performance attendue. Si l'on s'approche d'une entreprise et qu'un groupe d'entreprises décide de fournir une offre différente, le fera-t-elle avec une co-entreprise qui vendrait un produit? Peut-être qu'ils le feront avec une co-entreprise qui vendra l'usage du produit. Et donc, d'une démarche d'écologie industrielle, territoriale, l'on pourrait passer à de l'économie de la fonctionnalité. Ce qui m'intéresse, ce sur quoi je veux vraiment vous sensibiliser aujourd'hui, c'est les niveaux d'interaction. Parce que tout cela, ça correspond à des dispositifs existants sur lesquels on pourra vous répondre de savoir comment les activer, qui sont les interlocuteurs, etc. Cela, il y a, je dirais, en région centre, absolument le panel complet de cette disposition-là. La vraie question à laquelle il faut répondre, c'est comment est-ce qu'on les dispose les uns avec les autres. Il est indiscutable, si vous voulez, que la notion de développement économique, et je n'en suis pas un spécialiste, même si j'ai piloté des entreprises toute ma vie, mais la notion de développement économique est un savoir-faire très particulier qui avait ses règles et ses façons de fonctionner. À la date d'aujourd'hui, si vous voulez, de rencontrer vos entreprises pour dire vous allez passer d'une économie linéaire à une économie circulaire parce que c'est ça qu'il faut faire, sinon il n'y a pas de voie, on sait ce que ça peut donner. En face, on va avoir des gens qui vont écouter, entendre que c'est peut-être intelligent, mais jamais être capable de mettre le doigt dans la prise, si je puis dire. Donc, la volonté personnelle des développeurs économiques qui va consister, si vous voulez, à prendre la hauteur, à les emmener en hauteur, ce que vous faites quotidiennement sur d'autres sujets, les emmener en hauteur pour pouvoir les faire s'interroger sur ce qu'il y aurait dans leur activité comme externalité positive ou négative, comme potentiel dans leur entreprise, parce que là, il faut parler de l'humain, là, quand même. Là, je veux dire, on parle que de collectifs et de moyens, mais à l'intérieur des entreprises, l'humain est clé. C'est là qu'il y a les compétences. Si des gens ont pu fabriquer des masques, c'est pas parce que les entreprises savaient le faire, hein, c'est parce que les employés s'y sont mis. Et donc, le développeur économique va prendre cette position qui consiste, si vous voulez, à monter dans le niveau de réflexion stratégique, de mon point de vue, pour emmener les entreprises qui ne faisaient pas nécessairement de la stratégie, pas de la vraie, pour pouvoir aborder la chose différemment. On sait qu'on ne peut pas se priver d'avoir très tôt, dans un tour de table autour de l'économie circulaire, les territoires. Cette coopération est nécessaire, elle est nécessaire tout de suite. Ce type de mise en réseau des acteurs, c'est du développement économique. On a signé du coup un partenariat avec la région Centre-Val de Loire pour véritablement un partenariat d'une durée de 3 ans qui a pour objectif d'accélérer la transition écologique territoriale et de mobiliser les parties prenantes. Le constat qu'a fait le WWF est tout simple, hein. On est parti du SRADET et on a observé ce sur quoi la collectivité elle pouvait agir. Aujourd'hui, sur la base aussi d'une étude qu'on avait menée en 2018 sur le défi climatique des villes, on met en évidence que les collectivités elles-mêmes, en direct, peuvent agir sur une infime partie des émissions de gaz à effet de serre des territoires et que pour cela, elles se doivent d'embarquer toutes les parties prenantes du territoire. Et c'est l'objet véritablement de la COP et c'est ce projet de COP régionale qui nous a réunis aujourd'hui. Donc c'est dans ce cadre que il nous semblait essentiel pour que justement la transition écologique, ça ne soit pas juste une ambition, qu'elle puisse s'incarner concrètement sur le territoire. Il nous fallait travailler avec les acteurs économiques sur véritablement comment est-ce qu'on fait au quotidien pour finalement réduire nos émissions et être véritablement laisser plus de place aux vivants aussi, à la biodiversité, en limitant aussi, par exemple, l'artificialisation des sols de mon site ou je ne sais quoi. Ce qu'on voit, c'est que les acteurs économiques souvent nous disent « je ne sais pas comment faire ». C'est vraiment la première chose qu'ils nous disent « ok, j'ai envie d'y aller, mais je ne sais pas ». On leur dit « il faut rénover ». Oui, mais comment ? Donc je pense que ce qui a été dit tout à l'heure aussi par l'ADEME est très intéressant et c'est aussi l'objet de la COP et c'est l'objet des travaux qui ont déjà été initiés depuis un an et demi dans le cadre de cette COP régionale, c'est de voir un petit peu quelles sont
de lister tous ces outils et d'arriver à aboutir finalement à ce que chacun d'entre vous, tous les développeurs économiques, aient entre les mains la connaissance de tous ces outils qui sont à disposition pour accompagner les acteurs économiques dans cette transition. Donc, ce qui va être essentiel, c'est vraiment de bien connaître ces dispositifs pour pouvoir les partager au maximum et accompagner la transition. On ne peut pas penser que les acteurs économiques vont se lancer à moins d'une volonté personnelle et d'un entrepreneur de vouloir y aller. Sinon, c'est dans notre rôle. Les territoires, il y a des budgets de l'État, il y a des budgets régionaux, des budgets européens qui permettent aussi de développer des actions et de les financer. Là-dessus, c'est un vrai travail qui va être nécessaire. Aujourd'hui, dans le cadre de la COP régionale, les entreprises de territoire peuvent se mobiliser de deux façons. Elles peuvent soit prendre un engagement individuel sur une thématique qui lui semble a priori plus facile d'accès. L'entreprise, elle peut agir seule à son niveau, prendre des engagements dans le cadre de cette COP, mais elle peut aussi prendre un engagement collectif. Et c'est l'intérêt aussi de déployer, ce qui est déployé ici en Centre-Val de Loire, c'est les coalitions d'acteurs. Donc sur le territoire, vous le verrez, si vous tapez copcentrevaldeloire.fr, vous verrez, il y a aujourd'hui 219 acteurs qui ont pris un engagement individuel, mais il y a aussi 23 coalitions d'acteurs qui ont été créées. Pour nous, cette COP, elle est essentielle parce qu'elle permet aussi d'aller décrocher des engagements et peut-être des perspectives que l'entreprise n'aurait pas identifiées seule dans sa stratégie, en élaborant sa stratégie d'avenir, son plan d'action pour les 5, 10, 20 prochaines années. Et ça, c'est essentiel. Donc, la COP régionale a aussi pour objectif de créer des temps forts, des moments, comme elle a pu le faire par le passé. C'est quand on est vice-président à la transition écologique, pendant longtemps, on s'occupait de performance énergétique du bâtiment, on s'occupait éventuellement des questions de biodiversité, on s'occupait de la mobilisation des citoyens, etc. etc. Mais on était peu en lien avec les acteurs économiques. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on passe un cap, que cette question, elle percole partout. Et on mesure bien que dans le champ du développement économique, cette question devient centrale. Ce n'est pas un sujet à côté. Il n'y a pas une économie verte et une autre économie qui pourrait ne pas l'être. Il y a une transformation globale qui est en jeu. Et donc, je suis très heureux pour ça. Je pense que les développeurs de l'économie sont le maillon essentiel pour réussir la transition écologique. Ça ne se décide pas dans un bureau, ça ne s'incante pas à un endroit, ce n'est pas un message à envoyer, c'est très concrètement, au quotidien, dans l'accompagnement, qu'elle pourra se jouer. Et donc, ce n'est pas simplement vous mettre à disposition les outils pour l'accompagner, c'est aussi changer la culture du développement économique. Et c'est ça l'enjeu, pour moi, d'une journée comme celle-là. Elle ouvre ce champ-là, on l'a inscrit comme un engagement dans la COP. C'est comment on va accompagner, dès la naissance de l'entreprise, à tous les stades de maturation de l'entreprise, cet enjeu-là. Ce n'est pas un enjeu à côté, ce n'est pas simplement des opportunités, c'est aussi la durabilité, la possibilité, la performance économique de l'entreprise qui est redéfinie par la transition écologique. Et donc c'est ce travail-là qui est à faire et qui est devant nous. Et on mesure bien que la marche, elle est haute. Si on a fait la COP régionale, c'est qu'on s'est dit, aujourd'hui, les trajectoires, on sait faire, mais ce qu'on a du mal à faire, c'est le passage à l'acte. Et que le passage à l'acte, il se passe là. Il s'incarne dans nos vies, dans nos réalités. Il ne s'incarne pas de loin. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Quand on décide à Paris d'augmenter le carburant en disant ça va changer la vie des gens, eh ben on voit bien que ça ne marche pas. Et que ça génère des résistances. Voilà, on parle tous de conduite du changement. Et on connaît ça dans les entreprises, cette conduite de changement, à une échelle aussi importante, elle est déterminante pour réussir à engager tout le monde dans ces transformations. C'est pour ça que la COP, pour nous, c'est une nouvelle façon de nous organiser pour répondre à l'enjeu. C'est ça qu'elle porte comme ambition profonde, c'est comment nous organisons la mobilisation de toutes les parties prenantes, non pas chacune dans leur silo, mais dans l'interaction, parfois dans la confrontation des points de vue, parce qu'on n'aura pas toujours les mêmes points de vue, mais pour réussir à déclencher ce passage à l'acte très concrètement. C'est pour ça que la COP, elle a deux grandes dimensions. Une première dimension qui est la mobilisation. Et nous avons besoin d'apprendre sur ce sujet, tous, tout le temps. Ce n'est pas terminé. On a besoin d'une éducation collective à ce qu'est cet enjeu du climat, cet enjeu de la transition écologique de nos activités humaines, dont nos activités économiques. Et on n'est pas du tout tous à même degré de connaissance de ce sujet. Et on se rend même compte qu'on peut être soumis à une vague d'informations dont on ne sait pas quoi faire.
quand on vous dit moins 85% d'émissions de gaz à effet de serre à 2050, je nous mets au défi de dire ce que ça va changer dans nos vies, ce que ça peut représenter. La pente, elle est vraiment raide. Et c'est la loi. Ce n'est pas le dangereux écologiste que je suis qui vous dit qu'il faut faire moins 85%, c'est la loi. Et si on prend cet élément-là, c'est un bouleversement de nos activités. Donc on mesure bien qu'on est devant une marche extrêmement importante. On a une mobilisation qui se traduit aussi par les coalitions dont a parlé Candy. Les coalitions, c'est sur des sujets sur lesquels on n'est pas immédiatement prêt à prendre un engagement, confronter les points de vue, mettre autour de la table tous ceux dont on a besoin pour réussir à atteindre une ambition. On a aussi développé un réseau de coopérateurs, qui sont des acteurs relais de la COP dans les territoires. Il y a des entreprises, il y a des associations, il y a des citoyens. Vous pouvez, vous, devenir des coopérateurs, c'est-à-dire des personnes qui vont relayer la COP au plus près et dans l'action. Le deuxième grand champ d'investissement de la COP, c'est la prise d'engagement. La COP, c'est pousser chacun de ces acteurs à prendre des engagements et accompagner la possibilité de réussir ces engagements. Aujourd'hui, on est, je crois, à un peu plus de 220 engagements qui sont pris par des collectivités, par des entreprises, par des associations, et qui visent de la performance en matière de transition écologique, donc qui touchent un peu à tous les domaines, et on ne refuse ni les petits pas ni les grands pas. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. On a besoin et des petits et des grands pas, et c'est ce qu'on essaye d'inscrire dans notre dynamique de COP. Des engagements individuels, on va les valoriser, on va voir aussi de quels leviers ils ont besoin pour être accompagnés. Je crois que c'est aussi un changement de regard de la puissance publique quant à son rôle vis-à-vis de l'économie. Ce n'est pas simplement de définir des régimes d'aide, c'est de créer toutes les conditions favorables à des transformations pour accompagner les changements. Et la COP, pour terminer, et c'est ce que comprendra l'accord, c'est à la fois une méthode collective, comment on fait pour que ces engagements ne soient pas des vœux pieux, et que dans 5 ans, on constate que finalement on ne les a pas atteints, qu'on n'a pas réussi, qu'on n'est pas passé à l'acte. C'est donc une exigence quant au suivi, à la mesure, à l'évaluation, à la transparence de la mise en œuvre de ces engagements. Et donc, dans la COP sont intégrés des éléments sur comment on va suivre. Par exemple, on avait mis en place un panel de citoyens tirés au sort qui était présent à ce stade-là. On en aura un autre plus tard pour évaluer aussi, pour partager finalement ce qui a été fait, ce qui a été entrepris. Et enfin, c'est un volet financier. Un accord financier sur lequel on travaille activement avec de nombreux acteurs. Je vais vous donner 2 éléments sur lesquels on travaille qui me paraissent tout à fait intéressants. Le premier, on travaille sur l'idée d'un guichet articulé de l'ensemble des financeurs de la transition. Alors je peux citer ici la Banque des Territoires, la BEI qui est présente, je peux citer l'ADEME, l'Agence de l'eau. On essaye d'articuler ensemble de l'ingénierie d'accès au financement et une articulation de tous les instruments financiers, subventions, pour faciliter l'accessibilité aux ressources financières pour accompagner les projets. Donc l'accord, le premier qui sera voté en octobre, intègre tous ces éléments. Ce n'est pas définitif. Il y a encore beaucoup de marge de progrès. 200 engagements, ce n'est pas assez. On veut aller beaucoup plus loin. Et donc, on a besoin des développeurs pour accompagner tout ça. Et il y a un enjeu très important qu'il ne faut pas mettre de côté, qui est la conversion aussi d'un certain nombre de nos activités. Il ne faut pas se raconter que ces activités elles vont tenir et que demain, on va trouver toutes les solutions. Moi, je le dis, ça, c'est une impasse. Il faut donc accompagner dès maintenant des transformations d'activités pour qu'elles soient moins dépendantes de donneurs d'ordre extérieurs qui vont les fragiliser, pour qu'elles soient plus ancrées dans le territoire, pour qu'elles puissent être durables et qu'elles prennent en considération la limite de nos ressources, parce qu'elle est réelle, elle est tangible et on la mesure déjà aujourd'hui.